la MEC, Moroni, MEC Mitsanili, le New Select, et un autre projet que j'ai fait où on est obligé, on doit tenir compte de l'accessibilité et aussi le stationnement, qui est un aspect qui peut souvent poser problème quand on n'y réfléchit pas en amont. Donc, voilà pour ce qui est de la MEC Moroni. En 2010, j'ai livré les conseils des îles d'Anjouan et de Mohéli. Ce sont des bâtiments qui étaient commandés pour venir compléter la décentralisation qui a été réfléchie, mise en place aux Comores. Donc ça, c'est le conseil de l'île d'Anjouan et l'autre image, c'est le conseil de l'île de Mohéli. Ce sont des extensions qui viennent permettre une grande capacité et des conditions de travail améliorées et beaucoup mieux adaptées à l'égard des élus et des députés. Pour ce projet, donc ça c'est le dernier le projet phare qu'on a livré. Ça a été inauguré ouvert en 2016, ça n'a pas encore été inauguré, il y a une nuance. Ça a été ouvert en 2016, décembre 2016. C'est le centre d'imagerie médicale qui se trouve sur la corniche en prolongement de la MEC. Le propriétaire a vu la MEC et a demandé qu'on prolonge la rue. Donc pour ces deux projets, MEC Moroni et imagerie médicale, j'ai reçu le prix de la femme du mois par rapport au travail d'architecte que je fais, qui est souvent orienté vers l'utilisateur, le bénéficiaire, les gens qui viennent. Pareil ici, il y a eu un gros travail de fait, même si ça ne se voit pas, parce qu'il y avait un gros talus, il a fallu tout décaisser, pour permettre aux malades de rentrer de plein pied dans la partie imagerie médicale, dans le scanner qui est juste à côté, avec aux étages des open space pour les utilisations diverses. Actuellement, il y a un laboratoire d'analyse à l'étage, et puis il y a un escalier central qui dessert tous les niveaux, qui devra desservir les deux autres niveaux, parce qu'il y a 4 niveaux en définitive qui sont prévus. Pour des raisons budgétaires, on n'en a fait que 2. À l'arrière, il y a aussi une zone de parking qui est prévue, mais beaucoup plus pour les médecins qui y travaillent. Donc il y a toute cette réflexion d'accessibilité, d'orientation et de choix d'emplacement qui rentre aussi en jeu pour faire en sorte que si on est malade, on va plus facilement là. Donc ça, c'est la stèle qui commémore les 152 victimes, si je ne me trompe pas, du crash de la Yéménia. C'est un projet qui a été commandé par le Quai d'Orsay, qui devait être livré dans des délais impartis juste avant le départ de l'ambassadeur. Donc c'était des conditions de travail très particulières, très serrées. Ce chantier, je l'ai réalisé avec l'entreprise ESHF, qui est aussi l'entreprise qui a réalisé le bâtiment d'imagerie médicale, donc Saïd Hassan Fils, communément on dit Elamine ou Haït, les deux responsables. Donc on a fait ce stèle. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les fondations descendent jusqu'à moins 3 mètres. Parce que jusqu'à moins 3 mètres, il y avait encore le sable de la plage, alors qu'il fallait faire tenir un bloc en béton et l'habiller de pierre de là, qu'on a mis en valeur de la pierre volcanique comorienne. Ce projet, je l'ai fait en groupement, parce que je n'étais basée que à Moroni à l'époque, avec Mahmoud Keldi qui lui était basé en France et qui a fait les rencontres avec les représentants des associations de victimes de Paris, de Marseille et des différentes communautés concernées. Les salles de classe pour l'Alliance franco-comorienne, ça a été commandé par le conseil d'administration de l'Alliance franco-comorienne. Ça sert aussi de scène de concert pour ceux qui connaissent un peu l'Alliance. Ils font des concerts, donc la terrasse d'entrée des salles de classe sert de scène de concert et sert aussi de gradin pour regarder les matchs qui ont lieu sur le terrain de basket et de volley qui se trouve juste devant. Donc il y a plusieurs choses en une. On a dû déplacer les poteaux pour permettre un éclairage symétrique. Et dans cette partie, il y a les loges des artistes et les toilettes et tout ce qui fait qu'un artiste qui vient se produire sur un concert est installé pour faire son concert. Voilà. Ça, c'est un projet privé, comme on l'appelle. C'est un projet sur lequel nous travaillons tous les trois, en plus celui de Giovanni.
C'est une maison qui existe, que l'on rénove et que l'on crée une terrasse, on revoit la façade et puis surtout on crée une partie piscine que l'on va par la suite. Le chantier est en cours. Actuellement, on fait un gros travail avec le client pour le choix. Une fois qu'on a choisi l'électricien et le plombier, on a choisi une personne qui doit nous faire les finitions. C'est un monsieur qui vient de France, qui n'est pas arrivé, Tonton Laval, qui nous accompagne dans ce travail-là. Et puis la partie piscine, on a cherché un pisciniste qui est basé à La Réunion, qui est venu au Comores visiter le site, qui nous a fait le devis, parce qu'une piscine, ça n'est pas une citerne. Il y a beaucoup de dimensionnements qui se font, et donc on n'a pas envie de faire des citernes, entre guillemets, que nous avons au Comores, que ça soit dans le hôtel. En termes de coût, ce genre de projet, c'est un projet un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de parties, mais je pense qu'au final, on ne sera pas en dessous de 500 000 € si on rajoute les parties piscine, hammam, sauna et tout ce qui va avec. Il faut juste avoir en tête, c'est qu'un projet au Comores, c'est jamais en dessous de 150 000 €, 200 000 €. C'est pareil qu'acheter un appartement ou une maison en France, c'est souvent ce que je dis aux personnes qui viennent me voir. Et en termes de délai, les délais sont souvent rallongés parce que les prestataires sont divers et variés. Ça, c'est le conseil de Lille, le siège de Comores Télécom à Moëli. C'est le bâtiment que Comores Télécom m'a commandé pour leur représentation à Moëli face à la place de l'Indépendance. C'est un bâtiment qui a été livré aussi en décembre, avec des particularités dans la gestion du projet, mais on est aux Comores, on doit faire face à des particularités que je ne veux pas m'étaler. Là, c'est le stade de Vouvouni. Vouvouni a un stade actuellement, ils ont un terrain comme ça sur lequel les gens jouent au foot. Ils ont commencé une clôture, mais ils ont comme ambition de faire petit à petit pour qu'au final ça ressemble à un stade aux normes internationales. Donc leur priorité, c'est la tribune officielle, de ce côté-ci, avec le parking VIP qui est prévu à cet effet, une autre tribune couverte qui sera côté route, et puis des gradins qui pourraient être complétés par la suite. Il faut juste avoir en tête qu'une maison coûte très cher, alors un stade coûte énormément cher, mais l'idée c'est de faire une réflexion globale. La clôture qui existe sera revue et complétée pour qu'elle ait une image qui corresponde au projet dans sa globalité. Le tonton de Vouvouni devait être là, la communauté de Vouvouni, je pense qu'il viendra après. Donc c'est un dossier qui est fait. Actuellement, ils sont beaucoup plus en phase de recherche de financement, mais le plus dur est fait. Les chiffrages en termes de gros œuvres, électricité et plomberie sont faits et ça leur permet de savoir de quoi ils ont besoin pour se préparer avant de démarrer le chantier. Au lieu de faire comme on a l'habitude de faire ou nos papas ont fait, on a 5 000 €, on commence la fondation et puis on attend pour avoir les 5 000 autres euros et puis ça prend les années que ça prend. Le centre d'autonomie que j'ai cité tout à l'heure avec la CADEF et M. Moufti en parlant en détail, c'est un projet qui, pour nous, est très important. Nous l'avons porté du bout des bras parce que c'est le premier, à ma connaissance, dans ce domaine, international, qui forme des jeunes qui n'ont pas le niveau bac au métier du bâtiment, à l'électricité et plomberie. C'est un projet avec un budget restreint, c'est un projet communautaire. On a mis 3 ans pour le faire, entre le début des études jusqu'à la livraison. Là, actuellement, on est en train de faire la réception définitive. La réception définitive, pour ceux qui connaissent un peu le jargon, c'est la garantie de parfait achèvement qu'on arrive à mettre en place aux Comores, difficilement, mais on arrive, pour qu'une fois que le bâtiment est livré, le client sache se retourner vers les professionnels qui ont fait le chantier un an après pour dire ça marche, ça marche pas, comment je fais. Et le professionnel doit revenir parce qu'il y a une retenue d'argent qui est faite pour finaliser. S'il ne revient pas, on prend cet argent, on donne à un autre prestataire, il finit le travail de façon à ce que le client soit couvert en quelque sorte. Je vous remercie. Je m'arrête, c'est parti. Je vais laisser la parole à Comores Sanitaire. Le projet de Jumani qui est le même
qui est commun à nous tous. Voilà. Voilà. Ça, c'est le logo de Comores Sanitaire. Au cas où, si vous passez à côté, vous les voyez, vous pensez qu'ils sont. Ça, c'est un travail qui est déjà fait. On a déjà livré, presque livré. Oui, livré, oui. Voilà, C'est un jacuzzi qu'on a installé voilà. dans une villa privée à Moroni. Comores Sanitaire, c'est une société qui commence à travailler, mais au début, on ne fait pas à la comorienne d'aller attendre que la maison soit finie, qu'on intervient. Nous, dès que vous avez le plan, on prend le plan, on commence à travailler avec Madame Nadia, on commence à placer des emplacements. Nous, on crée des locaux techniques d'une façon que, au moment qu'on va intervenir chez vous, on n'a pas besoin de traverser toutes vos pièces ou votre maison pour pouvoir dépanner. On s'est créé un local technique uniquement pour le plombier ou pour l'électricien. Et on commence à viabiliser directement le terrain. On démarre en même temps que la fondation. Ça veut dire que votre maison il va être viabilisée au début. On enchaîne jusqu'à l'arrivée des appareils sans fissurer votre mur. Voilà. Et là, on démarre comme ça, mais je ne sais pas si on va bien. Non, Là, pas tant. voilà. Voilà, on démarre. Ça, c'est la fondation. Et là, comment tu appelles ça, Madame Nadia? La longrine. La longrine. La fondation. Voilà, la fondation, en même temps avec les longrines. On fait le boulot. Et là, on fait les attentes pour les eaux pluviales, au cas où, si on ne veut pas que ça se voit de l'extérieur. Et on fait les attentes pour la clim, on fait les attentes pour les eaux usées et les eaux vannes. Voilà. Les eaux dévissées. Voilà. Là, au Comores, on a un problème d'eau et on utilise la citerne. Et on utilise aussi une réserve d'eau en haut de la terrasse. On utilise aussi, il y a des endroits qu'on peut utiliser maman. Nous, on utilise le système bypass. Ça veut dire, si maman il arrive, on peut utiliser directement maman. S'il y a une coupure de courant, maman il n'y en a pas, on passe par la citerne. Si on a épuisé toute la citerne, on peut utiliser la réserve d'eau qui se trouve souvent en haut de la terrasse. Normalement, il n'y a aucun moment qu'on peut tomber en panne d'eau. Et tout ce qui est appareil, ils sont indépendants. Parce que chaque tuyau là, il est relié à un appareil. Ça veut dire, dans une salle de bain, on a un lavabo, on a un baignoire et on a un chiotte. Ça veut dire, si demain il y a un souci pour les toilettes, on n'isole pas toutes les autres de ne pas prendre leur douche ou de ne pas se laver. On coupe là où il y a un problème pour pouvoir intervenir. Et toutes les installations, on le fait sans soudure, sans raccord soudal. Parce que ça, c'est le problème qu'en ce moment, on intervient au Comores parce qu'il y a des gens qui ont mis à peu près 5 000 euros, 6 000 euros pour la plomberie et la maison, ça dure 2 ans. Et il y a des moisissures partout, il y a des tuyaux qui lâchent dans le béton. Il faut trouver là où il y a le fuite. Et le problème, souvent, on ne sait pas où sont les raccords. La meilleure solution, on recommence à zéro. Et ça lui coûte le double de ce qu'il a fait. Et voilà, on démarre comme ça. On a un côté l'eau froide, on a un côté l'eau chaude. Et là, c'est la distribution. C'est la même chose. Excusez-moi. N'est-il pas possible d'éteindre la lumière pour mieux visualiser ça? Non? N'est-il pas possible d'éteindre la lumière? Parce que là, les gens ne peuvent pas voir ça. Voilà. Là, c'est une cuisine Voilà, réalisée merci. aussi. C'est bien. Là, vous voyez, la façon que la machine à laver est bien installée. Là, il est installé sans garantie, avec garantie. On peut dire presque à vie notre façon de travailler. C'est un jacuzzi aussi qui est presque fini. En ce moment, c'est à la mode de faire des douches italiennes. Les douches italiennes,
c'est à peu près comme ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des gens qui préfèrent le faire avec un petit marbre, il y a des gens qui préfèrent le faire avant du sol. Et bon voilà, ça c'est un lavabo. Oh, on a des communes là. Voilà. Et quand vous verrez cette voiture de l'extérieur, ça représente notre outil de travail. Alors, comment Elecpro, ça c'est Elecpro, notre logo Elecpro qui présente la société Ocomore, qui réalise nos travaux. Comme vous voyez, notre logo a fait notre enseigne, et là c'est nos gars en train de pour les contrats ou les. Ça, c'était une journée, la réception du Jomani avec nos gars et les partenaires qui prenaient des informations. Et là, c'est nos dépôts ici en France qui nous permet d'avoir nos matériels ici et pouvoir les acheminer au Comores, nos voitures de travail. Et puis, là, vous voyez certains styles des tableaux électriques qu'on peut avoir dans un appartement. On arrive à faire un tableau électrique comme Comores sanitaire, chaque disjoncteur par chaque ligne. Et en même temps, on arrive on fait ça souvent dans un local technique. Là, on a fait exprès de montrer ça comme ça, vous dire que là, on a un tableau électrique. Et là, en même temps, on est en attente Du branchement. pour pouvoir passer tout ce qui est courant faible. Et là, un tableau qui était déjà existant et nous, on intervient derrière pour le remettre en ordre. Là, c'est encore des chantiers. Style d'appli qu'on peut avoir dans un couloir, que vous voyez. Et il y a deux styles en appli d'entrée. Et là, c'est un style de couloir d'hôtellerie qui a été réalisé, mais en même temps ici en France. Pour vous montrer un peu ce qu'on arrive à... On a fait exprès de montrer ces images-là pour vous dire comment au début les chantiers ils commencent, pour que ça puisse ressembler à ce que vous avez dit au début. Vous dire que, juste en revenant, j'ai 5 salariés en France et j'ai 4 salariés au Comores. Donc ici, c'est mes gars qui travaillent ici en France, et là, c'est des chantiers qui se trouvaient au Comores. Ces deux-là, c'est des chantiers qui se trouvaient en France. Voilà. Et là, c'est pareil, des armoires, mais en plus haute intensité, qu'on peut avoir si on a un gros site qui serait un hôtel, ou qui serait à peu près un entrepôt ou un grand bâtiment en tout cas. Et ça, c'est le style des armoires du début qu'on arrive à distribuer dans, qu'on appelle ça des tarifs. Voilà. Merci. C'est bon. Ok. Et j'ai oublié un petit truc, Comores sanitaire, on a commencé à 3, actuellement on est 8 personnes. On parlait du projet de Jomani. Ça serait mieux de venir par là, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est bon? C'est bon? Et- Salam alaikum.
Salam wa rahmatullah. Au départ, nous avons lâché un jeune comme Djomani. C'est celui qui a désigné ce bâtiment. Mais on l'a voulu faire en Comorie. C'est-à-dire on était parti à Djomani, on a cherché un jeune ingénieur à Djomani, il nous a fait, bon, on va le faire. Ça a été à peu près 80 000 livres. Mais on a eu la chance, le CADEF, et je souhaite parmi nous, Comoriens, d'avoir la même chance que nous. Parce que c'est une chance. On a eu des partenaires de confiance qui nous ont confiance à nous, CADEF, qui sont venus au Comores pour un projet d'eau en 2012. Et on avait cette idée de ces centres professionnels. Et en 2013, on a eu ce qu'on appelle le GREF. Ce sont des retraités professionnels qui, eux, ils font le tour de l'Afrique, qui aident le pays d'Afrique, même en France, pour former des profs, des professionnels. Et il est venu au Comores. Quand ils sont venus au Comores, avec l'ancien gouverneur Mouni Baraka, quand on lui a proposé ça, d'un seul coup, il a accepté. Et nos partenaires, ils sont venus au Comores. Quand ils sont venus au Comores et l'accueil qui a eu lieu au Comores, c'est là où ils ont décidé en disant on ne va pas construire cette école comme ça. Et on a eu la chance d'avoir Nadia. Franchement, c'est une chance. Moi, je ne connaissais pas. Nous avons travaillé ensemble avec nos partenaires qui s'appelle Saler. Et c'est lui qui nous a amené nos deux frères pour travailler. Et cette école, première au Comores, on a eu une aide partout, parce qu'on avait un plan, on avait des gens qui sont prêts à le faire. On a eu 35 000 € par cas. Et 35 000 €, c'est de façon pluma, la construction, mais en même temps la formation. Parce que tous les professeurs, ils sont formés au Comores. Ce sont des gens qui, comme lui, qui connaissaient l'électricité, ils ont fait des études en Afrique, mais ils n'avaient pas la capacité d'enseigner. Donc, avec cette aide de greffe, ils sont venus enseigner les enseignants au Comores, les plombiers, les charpentes et tout ça, pendant depuis 2015, 2016, jusqu'à aujourd'hui, ils le sont. Ce qui ne suit pas, c'est notre pays. On fait tout, mais le pays ne fait rien. Le pays ne fait rien. Nous avons mis, je ne sais pas, 200 000 €, 200 000 € facilement pour construire ça. La première au Comores est que l'État comorien, le gouverneur de l'Union et en bas, ils ont pris en charge pour payer les enseignants. Jusqu'à présent, aucun enseignant depuis 2016 n'est pas payé. Et c'est nous qui le payons. L'ambassade de France, cette année, lui, il a mis 70 000 €. Djomani a mis 58 000 €. Le CADEF a mis 58 000 €. L'ambassade de France, 70 000 m'intéresse. Sans compter ce qu'ils ont mis, c'est-à-dire formation et tout ça, matériaux, tout ça a été acheté ici pour les élèves. Donc, c'était ouvert en 2016. Cette année, Nadia, tes premiers élèves, ils ont eu leur diplôme. Ils étaient 13. Donc, même le commissaire a dit qu'il a honte de venir parce que les profs, ils ne sont pas payés. Il est venu pour quoi faire. Et ça a été inauguré le 9 mai 2016 par Mouni Baraka. C'est lui qui l'a inauguré. Donc, ce sont les profs qui sont là. Il y a le directeur qui est là. Malheureusement, le directeur, c'est celui qui est en chapeau là. Voilà. Donc, l'ambassade de France est venue visiter et même il a interpellé le gouvernement. Ils n'ont rien fait. Donc, l'Union européenne, ils ont participé avec 90 000 €. Pas la construction, mais pour la formation. Pourquoi? Parce que
les élèves en même temps, il faut qu'ils font des stages, il faut qu'ils se déplacent. Donc il y a parmi cette aide de... Et aujourd'hui, les 13, je crois, ils ont trouvé du travail parce que les entreprises qui ont fait les stages, les entreprises, ils nous ont embauchés. Les Chinois, ils ont... Donc les 13 diplômés pour les 2 ans, c'est 2 ans. Hein. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais j'ai le statut, parce que je suis le président du conseil d'administration de cette école. Pourquoi? Parce que dans le statut, on a dit que le président du conseil d'administration soit de Djomani. Parce que c'est Djomani qui a financé, c'est Djomani qui a construit. On ne peut pas aller dire au gouvernement qui prend, et pourtant il y a 15. À chaque commissaire, il y a un représentant, commissariat de finances, éducation, chambre du commerce, et tout le monde participe malheureusement. Voilà, donc ce sont le greffe, hein, ceux qui viennent faire les stages, les formations professionnelles au Comores. À chaque année, ils viennent au moins 2 ou 3 fois par an. Et pour nous, hein, je crois que c'est demain, comme tu as dit, c'est demain, je crois, ou entre lundi et mardi, parce qu'il a expliqué Nadia. Elle a dit quoi? C'est-à-dire, nous avons accepté, on a conclu entre toutes les entreprises qu'ils ont construites qu'on garde de 6%, je crois. 5% retenu de garantie pendant 1 an. Donc, normalement, voilà, donc c'est demain. S'il n'y a rien à faire, donc le reste, ils seront payés. Mais pour nous, hein, Djomani, le CADEF, donc c'est vrai que moi je vous encourage. Pourquoi? Prenez ce jeune homme. C'est vrai qu'il est de Manza. C'est vrai qu'il nous a fait des choses sans le payer, qui n'étaient pas programmées dans son Projet. Voilà, le projet initial. Parce que vous savez que souvent, quand on travaille, on raconte des choses qui n'est pas dans le projet initial. Moi, il a dit, c'est ma part. C'est ma part. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le projet d'eau en même temps. Nous avons un château d'eau qui est Djomani Chamlé. Bon, maintenant, au conseil d'administration, on a voulu qu'il soit en même temps le directeur. Malheureusement, ce n'est pas lui qui est choisi. Mais nous, le cadre, on a voulu parce qu'il a participé à la construction de ce centre. Donc, on connaît son travail. Donc, on a confiance à lui. Nous, le CADEF, mais ce n'est pas nous qui sommes au conseil d'administration. Le conseil d'administration, il est de Djomani, Mitsamnouli, Chamlé et Boubouni. Donc, ils sont 14. Donc, il paraît qu'ils ont choisi notre directeur d'exploitation du truc. Mais, bon, pour nous, nous sommes satisfaits de cette construction que vous voyez là. Cette école qui est là. Je construis aux îles Comores, c'est celle-là. Donc, quand vous passez, vous allez à Mitsamnouli, à votre droite. Cette école, elle est là. Donc, actuellement, c'était programmé tous les 2 ans 80 élèves. Donc, c'est vrai qu'au départ, donc, on a eu 54 élèves du départ. Première année, deuxième année, c'était 54. Donc, il y en a 13 qui ont eu leur diplôme. Vous savez que même à l'université, il n'y a pas de diplôme. On donne des attestations jusqu'à 10 ans après l'ouverture. Donc, au Comores, question de diplôme n'existe pas. On te donne une attestation comme tu viens dans un travail. Le patron te donne ça. Donc, on va les attendre 10 ans. Ils ont eu. Et pourtant, au départ, on a dit un CAP. Oui. Donc, c'est l'État de l'Union qui s'est chargé de donner ce CAP. Malheureusement, le CAP au Comores, il est comme CAP. Donc, ils ont eu que simplement des attestations comme quoi ils ont fini leur, CAP, c'est-à-dire quoi? leur école. Est-ce que vous pouvez poser des Donc, questions? je vous en remercie. Ce sont les étudiants de cette école. La majorité, vous savez, hein, 54, il n'y a que 5 qui sont de Djomani. Le reste, c'est vrai qu'ils venaient qu'ailleurs. Donc, même si, bon, on dit que celui qui est à la main, qui ne fait pas le ménage, il y en a qui sont là, mais nous souhaitons sincèrement, si le gouvernement comorien prend leurs responsabilités, c'est quelque chose qui est unique aux Comores. On peut former nos enfants. Ils ont, à partir, au départ,
c'est ceux qui ont échoué jusqu'en troisième. Mais avec Mouni, on a décidé d'y aller jusqu'en terminale. C'est lui qui n'a pas eu son bac, qui puisse aller. Bon, c'est vrai qu'il y a plus d'électriciens, parce qu'il y a un Comorien, quand tu dis tu vas faire, mettre du briquet, faire le truc, il croit que c'est pour quelqu'un qui ne connaissait rien. Donc il y a plus de demandes en plomberie à l'électricité qu'en maçonnerie. Donc actuellement, voilà la situation qu'on a aujourd'hui. L'école est là. Est-ce que ça va continuer? On a eu une aide de l'ambassade de l'Union européenne et une partie de la CADER pour 2017-2018. Voilà. Est-ce que 2018, ça va continuer? Ce n'est pas notre faute. La maison est là, c'est la faute de l'État. Donc, écoute, on a eu l'ambassade, l'Union européenne et nous, le CADEF, on a participé à 2000, SADEF va participer à 2000, l'ambassadeur 3500, et etc. pour payer que cette année 2017 et 2018. Voilà. Mais 2016 jusqu'à cette année, aucun, sur le 10 profs, aucun n'est pas payé un sou. C'est nous-mêmes, le CADEF de Djomani, qui a avancé et nos compatriotes, nos partenaires, tu vois, c'est-à-dire le greffe, ils ont gardé un peu de leur argent propre le mois de Ramadan de cette année pour donner aux profs, parce qu'ils étaient en grève, pour qu'ils puissent continuer leur travail. Donc, voilà où nous sommes. Il y a que ceux qui gèrent nos pays, je ne sais pas, ben voilà, ça va, voilà. On va lancer des questions-réponses, puisqu'après la présentation de Timothy... S'il y a une question... Il y a des questions là, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Oui, oui. Je peux? Allez-y, parce que je vais partir. D'accord. Avec la question. Moi, je voudrais juste préciser une chose avant le journaliste. M. Moufti l'a dit, il y a juste un détail, c'est qu'il y a même parmi les élèves des étudiants de l'université qui ont fait AES et qui viennent apprendre les métiers du bâtiment parce qu'ils ont compris que dans le bâtiment, ils pourront travailler tout de suite. En étant en AES ou dans d'autres branches de l'université, ils auront peut-être un diplôme, pourquoi pas. J'ai juste complété ce détail. Bonjour, juste pour comprendre, parce que vous avez parlé, l'inauguration, c'était lors du gouverneur Mouindi Barak Sessoali. Donc ceci explique que c'est aussi ce gouvernement central, c'est celle de Kililou? Ah oui. C'est celle de Kililou? Oui, les deux, ils étaient en bas. En réalité, le gouverneur de l'île de Ngazidja, c'est celui qui a pris en charge pour payer les profs. Et le diplôme, c'est l'union qui est en charge du diplôme. Donc là, les professeurs, on peut dire les professeurs, sont des fonctionnaires? Il n'y en a que deux qui étaient fonctionnaires. Le reste, ce sont des Contractuels. Contractuels. Voilà. Ils sont au nombre de combien? Les contractuels, ils sont l'ensemble? L'ensemble de 10. 10. Ouais. Jusqu'à présent, aucune personne n'a reçu sauf les deux fonctionnaires. Plus le directeur. Le directeur est nommé par qui? Par le gouverneur. Par le gouverneur. Voilà. Le directeur, c'est un fonctionnaire qui a... Attention, ils ont mis, hein, le directeur doit avoir un bac plus 5, qui a 45 ans, à part de 45 ans, qui a 5 ans d'expérience de la fonction publique, c'est celui qui est choisi. C'est eux qui ont choisi le directeur. Le directeur, voilà. En regardant les photos que j'ai vues là-bas, je pense qu'il y a des travaux qui doivent être faits pour la rénovation de la maison. Comment pensez-vous à rénover la maison? Parce que c'est le plus difficile chez nous. Rénover quoi? Les peintures, les portes, comme j'ai déjà vu sur les photos. Ah, ce qu'on appelle le budget de fonctionnement. Hein? Oui. C'est pas ça? L'entretien. Voilà le mot. L'entretien. Voilà. C'est ce qu'on appelle un budget de fonctionnement. Alors. Le budget de fonctionnement, au départ, avec Mouine, au départ, il dit, donc, il y avait 2 millions par trimestre. Sur le 2 millions par trimestre, donc, il y a une partie pour payer les enseignants, et il peut y avoir une partie qui reste pour le budget de fonctionnement. Et sur le budget de fonctionnement, dans le règlement intérieur,
où le statut, donc où le CADEF, plus la commune, donc peut participer au budget de fonctionnement. Parce qu'au départ, nous on a voulu que l'inscription c'est 50 euros, plus 20 euros par mois. Le gouverneur Mouni a dit non, ça sera 10, 20 euros l'inscription et 10 euros par mois par élève. Parce qu'ils n'ont pas en charge le reste. Malheureusement, ils n'ont pas honoré leur engagement. Ils n'ont pas honoré leur engagement. Et leur successeur maintenant même. Mais sinon, moi, ce que j'aurais proposé, parce que Ortega il est journaliste, donc c'est son métier de poser des questions. Monsieur Moufti, je peux vous mettre en relation. Comme ça, s'il y a d'autres questions complémentaires, vous faites une entrevue. Monsieur Moufti, merci beaucoup d'être venu. Voilà, même Eddy. Merci pour le témoignage. On va prendre quelques questions s'il y en a. Sinon, on va passer. D'accord. J'ai une question qui peut peut-être vous toucher. Oui. Nous tous, la plupart de nous, chacun a fait ou commence à faire construire une maison individuelle. Oui. Malgré, j'ai regardé parmi les travaux qui s'effectuent au Comores, pour quelqu'un qui est un peu méticulé, on a peur d'aller dans les finitions. Moi, je suis bloqué dans les finitions. J'arrive pas à me décider à finir une maison. Pourquoi? Parce que je vais prendre par exemple sur les matériaux utilisés sur place, ce qu'ils appellent du crépissage. Quand je touche à un mur, je dis non, je ne peux pas continuer parce que ma maison elle va ressembler à ça. Deuxième question, je sais qu'au Comores, il peut y avoir des matériaux locaux qui pouvaient être soit embellir une maison, comme les pierres qui existent au Comores, que j'ai vu qui sont seulement utilisées pour des fondations, mais pas pour des finitions. Maintenant, la question touchera peut-être vous deux. Comment vous faites, par exemple, des salles de bain ou des cuisines sur des murs faits en briques, les briquets qui sont utilisés au Comores? Comment vous faites? Parce que moi, je me suis dit, pour faire des finitions, il faut poser du plateau. Parce que s'ils veulent mettre des vis ou des clous dans ces murs-là, ça ne prendra pas dans le temps. Ma cuisine, elle va sûrement tomber à un moment donné. Moi, je voulais savoir, parce que j'ai vu que vous avez installé une cuisine, je voulais savoir comment vous avez pu fixer votre cuisine sur des briquets faits avec du sable et du gravillon. C'est pour moi ça? C'est vous qui avez fixé la cuisine ou quoi? Ici, je laisse répondre et puis s'il faut que pour mais on va essayer de sanitaire, faire. Oui, vas-y. ici, nous, on travaille avec PIM plastique. On travaille aussi avec CBO. Et normalement, ici, chaque mur, il a ses supports. On a des supports qui vont avec le diaphragme. Il y a des supports qui vont avec le parpaing, il y a des supports qui vont avec la brique rouge. Et nous, souvent, quand on commence aussi, on fait des saignées. Et ces saignées-là, on relie directement avec le maçon. Parce que dans tout ce qu'on commence, la DIA, il nous exige des plannings. Ça veut dire, nous, on fonctionne par rapport au maçon. Si le maçon, il passe, dès le début, il a ses emplacements. Et là, c'est pour le plombier, ça c'est pour l'électricien, ça c'est pour tel. Et on arrive à s'adapter par rapport à l'emploi du temps qu'on a. Et on utilise les supports qui sont conçus pour la matière qu'on utilise. Quand je viens dans une maison qui est déjà construite, je viens vous voir proposer une cuisine sur un mur dont le maçon n'avait pas pris en compte, n'avait pas pris vos travaux en compte. Comment Mais par exemple, il y a des chevilles molies, il y a des chevilles en plastique, il y a des chevilles... En fait, pour répondre à un des détails de votre question, c'est qu'on ne finit une maison pas qu'avec du BS. C'est vrai qu'ici en France, dans les environnements où nous vivons tous, les murs sont souvent finis avec ce doublage. On le fait aussi aux Comores.
Tampon Laval, et que je signalais tout à l'heure, l'absence est arrivée, c'est lui qui nous pose le BRT directement en Comores, dans certains chantiers que nous réalisons. Donc une partie de la question de définition est répondue. Mais sinon, si le mur il est déjà fait avec de l'enduit, d'abord, il existe des professionnels qui savent faire un bon enduit qui ressemble au BR13. Quand on regarde, dans les chantiers que je livre, je vous invite à visiter soit notre agence, soit de l'imagerie médicale, pour voir le niveau de finition de l'enduit qu'on peut avoir en Comores. Et puis, comme le disait Hassan, en fonction de la nature du mur, il y a la fixation qui va avec. Ma maison, elle est faite avec un enduit parce qu'elle a été construite par mon père. Quand on devait fixer les éléments de cuisine, les éléments hauts, on a cherché la cheville qui va avec la nature de... Donc, peut-être quand on est tout seul, on se demande comment ils font, comment ils vont faire, mais l'intérêt d'avoir des professionnels ou des gens qui savent comment ça marche permet d'apporter une bonne partie de la réponse adaptée. Voilà. Il y avait d'abord Eliane, et puis après ça sera... Moi, ma question, c'est par rapport aux banques et nous qui travaillons ici. Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de changements par rapport à la concurrence des banques et tout ça. Donc, je voulais demander, est-ce qu'à un moment donné, les salariés d'ici ne sont pas pris en compte par les banques là-bas pour des projets de construction? Alors, je vais répondre, mais peut-être dans la salle, il y aura d'autres personnes qui auront d'autres éléments de réponse beaucoup plus adaptés, parce que ce sujet concerne tout le monde. À ma connaissance, aucune banque aux Comores actuellement ne prend en compte un salaire qui est domicilié dans une banque en France, ici en métropole, pour une réalisation qui ne se fait pas en France métropolitaine, mais aux Comores à 12 000 km. Il faut savoir que ce système existe aussi, même pour les Antilles ou Mayotte, qui sont aussi la France. Si le salaire est domicilié dans un compte en France métropolitaine, une banque n'accompagne pas le projet qui se fait en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte. Donc pour les Comores, c'est encore plus compliqué. Maintenant, je sais, c'est pour ça que je disais d'autres personnes pour répondre mieux que moi, je sais que par exemple la MEC, à travers des programmes de partenariat avec la mission de coopération, accompagne des gens de la diaspora qui veulent investir aux Comores. Donc il y a des taux qui sont préférentiels, qui sont fixés. Ça n'est pas forcément une domiciliation du salaire de France, mais c'est peut-être une domiciliation de virements qui se font sur le compte à la MEC, qui permettent de financer certains changements. Je vais peut-être laisser la parole à d'autres personnes de la salle qui connaissent mieux la problématique du financement en Comores. Donc peut-être Nourdine a des éléments de réponse à donner. On avait rencontré, on avait rencontré la directrice de la MEC il y a 2 mois de cela, et elle nous a indiqué qu'en fait, eux, ils ne financent pas les gens qui ne sont pas clients chez eux. Donc, première chose, il faut avoir un compte à la MEC, il faut avoir des mouvements réguliers sur le compte, ça veut dire qu'il faut faire des virements réguliers, et après ils étudient la possibilité de prêter. Alors je crois qu'ils peuvent prêter si on a... il faut avoir une avance, enfin apporter un fonds, et eux ils complètent. Je crois que si on apporte 10 000 €, ils vous prêtent 20 000. Mais il faut que le compte vive pendant 1 an au moins. Elle a dit qu'il faut avoir des mouvements réguliers sur le compte pendant 1 an pour qu'ils puissent vous prêter. Par contre, elle a dit les taux sont toujours prohibitifs. Ils vous prêtent 20 000 €, mais à 12%. Ils peuvent aller moins si c'est vraiment des gros clients. C'est ce qu'elle nous a indiqué. Ils ont des produits pour ça, mais déjà, ils ne prêtent pas à des gens qu'ils ne connaissent pas, donc il faut avoir un compte chez eux, virer de l'argent régulièrement, et ensuite ils peuvent vous prêter, mais elle a dit que les taux ne sont pas intéressants par rapport à ici. Le détail, c'est que ce taux-là n'est pas que le taux de la MEC, c'est que toutes les banques aux Comores sont à ce taux-là. Théoriquement, ils disent 9 et 15%, mais j'ai posé la question, sous quelles conditions on peut avoir accès à un taux de 9%? Jamais. Donc en moyenne, c'est 10%, c'est le taux qu'ils appliquent tous, et que vous alliez à la BIC ou ailleurs, c'est ce taux-là, ou à la Banque centrale, pour ceux qui ont accès à la Banque centrale, c'est ce taux-là qui est proposé à la MEC aussi. La différence, c'est que peut-être la MEC a ouvert un dialogue avec les gens de la diaspora, donc ils accueillent peut-être un peu mieux les gens de la diaspora, contrairement à la BIC, où
c'est encore très suspicieux, c'est encore, il faut donner tout votre CV, tout votre parcours, tout, et au final, non, finalement, on ne peut pas. Donc il y a, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, oui, il y a deux questions. Monsieur? Excusez-moi, moi c'est Zakaria, connu. Je voulais poser une question parce qu'en ce moment, comme c'est Dali, je suis en train de construire aux Comores. Et en visitant les maisons construites aux Comores, il y a une grosse problématique qui se pose en ce moment, c'est que les maisons sont en train de se fissurer. Beaucoup de maisons ont été... Et je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé à réfléchir, les architectes, hein, parce qu'il y a beaucoup des parents, enfin des propriétaires qui demandent à ce qu'on vienne voir la maison pour pouvoir trouver une solution. Parce que souvent, on espère mettre un étage dessus, donc ils ont... Deuxième chose, est-ce que votre construction prenne en compte le Kartala? Le Kartala peut être une source de tremblement de terre, il y a déjà eu en Comores. Est-ce que la construction Comores actuellement, vous faites des professeurs, vous prenez en compte ce contraint, parce que c'est un contraint qui va arriver demain, et qui peut poser de gros problèmes. Et troisième question pour finir, est-ce qu'il est possible de vous confier une partie des finitions? Parce que le problème de Comores actuellement, c'est les finitions, qui sont lamentables. On peut mettre beaucoup d'argent, mais les finitions sont très lamentables. Donc moi, je suis bloqué sur le niveau des finitions. Je ne sais pas comment faire, parce qu'à chaque fois que je passe chez les gens, c'est lamentable. Oh, on y met de l'argent. Voilà, ce sont mes trois questions. Je vais commencer par répondre à votre première question, et puis à la deuxième, puis s'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter. Vous avez abordé la question des fissures. Les fissures sont de diverses natures et de différents types. Effectivement, souvent on nous appelle pour nous dire qu'il y a des fissures, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut faire l'étage. Il y a un premier diagnostic qui est à faire pour voir est-ce que ce sont des fissures superficielles ou ce sont des fissures structurelles. Il y a deux types de fissures. En fonction de la configuration, une fissure structurelle, ça suit une géométrie de déformation parce qu'il y a une descente de charge, il y a des forces, des sollicitations qui font que le bâtiment se déforme. Et on peut arriver à dire, avec le peu de connaissances que nous avons du domaine, parce que je tiens à souligner que en 11 ans d'existence aux Comores, c'est Phil est là pour le confirmer, on a 0 bureau d'études pour faire ce travail d'ingénierie. Il le sait parce que ça fait longtemps que je lui pose la question, comment on fait? On a besoin, un architecte ne peut pas tout faire. Un ingénieur tout seul ne peut pas tout faire. C'est un travail d'équipe, et même s'il y avait le bureau d'études, on a aussi besoin d'une autre entité, c'est le Laboratoire National des Travaux Publics, qui serait l'équivalent ici, si on compare, du CSTB, Centre National des Sciences et Techniques du Bâtiment, parce qu'on a effectivement le Kartala. Le Kartala, c'est la première source de fissuration. Le sol, il bouge. Tout ce qui est construit, ou même ce qui n'est pas construit, bouge. Est-ce qu'il y a des déformations qui sont préjudiciables au bâtiment ou non préjudiciables? On ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais en tout cas, traditionnellement, les gens ont construit. Le Kartala est là avant qu'on soit né. Très peu de maisons tombent. Beaucoup de maisons sont fissurées, mais très peu de maisons tombent. Contrairement à d'autres pays, je serais le catastrophe de Haïti, où il y a eu beaucoup de morts parce que le sol a beaucoup bougé. Nous avons la chance jusqu'aujourd'hui. C'est plus qu'une chance, c'est parce que les gens, de façon traditionnelle, ont intégré les notions de parasismique. Quand on fait 2 chaînages dans sa maison, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut mettre 2 ceintures au lieu d'une ceinture sur son pantalon. Sinon, il tombe dès qu'il y a la première secousse. Il y a d'autres dispositions qui doivent être prises en compte. Nous les recommandons dans certaines de nos réalisations. Vous avez entendu parler de jambage. On exige à l'entreprise de gros œuvres de mettre des jambages, de doubler les ceintures intermédiaires, pas que les chaînages. Certaines personnes acceptent, d'autres disent la maison de mon père n'est pas tombée, la mienne ne peut pas tomber, parce que c'est des coûts en plus. C'est du fer à béton en plus, c'est du volume de béton en plus. Et donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, la première chose, c'est la fissure que j'ai dans ma maison, est-ce qu'elle est structurelle ou superficielle? Parce que l'enduit tout seul, quand il est mis, il bouge. Le temps de séchage, la qualité du ciment. Donc, il y a des fissures qui font que les maisons sont fissurées, mais ne tombent pas. Donc, le Kartala, moi, la première préoccupation, quand je suis arrivée aux Comores, c'était de savoir jusqu'à combien bouge le sol. Quand je suis arrivée aux Comores, on a été jusqu'à 4,5 sur l'échelle de Richter. Il y a 3 ans, quand je me suis renseignée, on était passé à 5. Le Kartala bouge de plus en plus. Ou bien leurs appareils au sein de l'RS sont de plus en plus performants. Parce que c'est le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique qui gère ces calculs et ces mesures. Donc quand ils nous donnent ça,
on se concerte avec les quelques ingénieurs de la place pour dire qu'est-ce qu'on peut adapter entre la réalité structurelle qui existe dans la théorie, dans les zones sismiques, par rapport à une réalité comorienne qui est financière, qui est pécuniaire, qui est culturelle. Donc il y a un juste milieu à trouver. Nous recommandons des jambages, nous recommandons des appuis de fenêtres en béton. Dans certains cas, les gens disent non, on fera ça. Et d'ailleurs, vous savez que la plupart des maisons où on nous appelle pour intervenir, il n'y a même pas la descente de charge, il n'y a même pas de semelle ancrée dans le béton. C'est une fondation en maçonnerie de moellon qui est à peine ancrée, il y a 0 fer à béton qui descend dans la fondation. Donc il y a tout ça qui est en compte pour dire votre maison, elle a été faite comment? Est-ce que vous pouvez faire un étage ou non? Moi, souvent, les gens me disent je veux faire un étage, je leur dis non. Si c'est mon avis, ne fais pas d'étage. Parce que ça va être beaucoup plus de dégâts qu'il y en a au rez-de-chaussée. Souvent, les gens passent outre parce que les gens savent faire. Mais si on me demande mon avis, si on nous demande notre avis, on donne notre avis par rapport à ces aspects-là. Donc, la question des fissures, c'est est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Et puis le cartala, oui, on en prend en compte. Vous posez la question des finitions, moi je me posais la question, si vous m'appelez, comment votre maison elle est posée avant de faire vos finitions? Voilà. Oui, voilà, il y a beaucoup de fondations qui sont faites à l'ancienne, avec 0 semelle ancrée dans le béton, dans le sol, pardon. Et les semelles, ce sont les pieds, ça s'appelle le squelette en béton. Quand on a un sol, un volcan, un sol qui bouge, on doit avoir un squelette en béton, comme un être humain a un squelette. Et s'il n'y a pas de squelette, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, parce que je dis cela, c'est privé qu'on peut contacter personnellement, mais je pense qu'il y a des gens qui demandent de secours pour qu'on puisse aller étudier leur bâtiment. Est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce qu'on peut vous appeler pour venir voir? Parce que moi, et en même temps, les fissures sont caractéristiques au niveau du scénario. Ça se suit tout autour du bâtiment, entièrement. Moi, je le vois, je suis passé voir plus en plus. Et souvent, quand je leur dis de mettre du béton dans leur fondation, ils ne veulent pas parce que ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de choses. C'est sur les réalités. Il a eu le même cas à l'étudier dans la maison qui avait tout fait tomber. Si, on a. Dans certains cas, on demande à ce qu'on rase. Et quand ils ont fait l'anomalia, la solution c'est de raser tout. Et de recommencer, de faire quelque chose de solide. Donc oui, on le fait, mais on commence d'abord par un audit. Avant de dire on fait l'étage, on fait les finitions. Voilà. Il y avait une autre question de monsieur Karim. Après, je pense. Oui, je m'appelle Karim Ismaël. En fait, il y a 2 petites questions à vous poser, plutôt techniques. Hein. Donc, bien avant, je voudrais vous remercier parce que vous avez fait du bon travail. J'apprécie beaucoup. Donc, moi, je suis diplômé, j'ai un brevet de maîtrise en fait. Mais bon, je me suis trouvé dans le bâtiment. C'est un brevet de maîtrise. Je pouvais faire déjà enseignant sur les écoles techniques, là, les apprentis, là, dans l'école qu'on a vue en Germanie. Mais ça, c'est trop tard maintenant, je pense. Bon, alors, j'ai commencé par... j'ai géré 15 personnes dans une grosse entreprise de construction. J'ai géré 15 personnes, j'étais le maître d'œuvre. Et après, je me suis... ça a fermé au bout de 20 ans. Après, je me suis mis à mon compte. Je mets ma main dans le cambouis, comme on dit. Donc moi, j'ai 2 techniques parce que j'ai des amis très proches qui voudraient que j'ouvre une structure comme moi. Pour un petit peu mieux savoir-faire, apprendre un petit peu les gens, faire du travail là-bas pour montrer comment il faut faire. Et j'ai pas refusé, mais ça ne m'attirait pas beaucoup, en fait. Et ici, ça fonctionne très bien. Parce que je fais vraiment des trucs très compliqués et je suis tout seul. Donc je me suis dit, comme je ne veux pas agrandir, je ne veux pas être grand, je me limite à mes moyens. Alors, avant de me lancer à ouvrir une petite structure comme moi et concurrencer un petit peu, parce qu'il faut qu'on sache les savoir-faire. Hein. Je vois qu'il y a 2 entreprises qui sont là, qui sont déjà installées, c'est très bien. J'ai vu un petit peu leur réalisation. C'est pas mal pour un pays sous-développé comme les Comores. Je pense qu'il nous manque encore beaucoup de gens comme ça. Et si on peut, voilà, avant de poser la question, on peut relâcher un petit peu cette tradition qui nous stagne et avancer un petit peu au niveau technique, apprendre nos enfants comment il faut préparer l'avenir, machin, ça serait bien. Mais malheureusement, ceux qui sont d'accord avec cette tradition qui nous bloque, ils sont plus nombreux que nous, qui vont évoluer les choses. Alors,
moi je voulais savoir, est-ce que, par exemple, bon, une fois que vous avez votre bureau d'études a étudié le projet, vous avez sorti les plans d'exécution, plus le cahier de charge, vous donnez aux entreprises pour faire le devis. Est-ce que vous demandez, la première question, est-ce que vous demandez des assurances pour les entreprises au niveau des réalisations sur les petites œuvres, tout ce qui est hydraulique, électrique, hein, pas les grosses œuvres? Parce qu'ici, on sait que ici, moi par exemple, j'ai dû prendre une assurance pour pouvoir travailler avec des structures comme des bureaux d'études comme vous et tout. Et c'est pour une assurance pour eux, parce qu'eux aussi, ils ont les leurs. Si demain j'ai une onde d'un immeuble, il faut bien qu'il y en ait un qui paye. Même si c'est eux, ils prennent en charge la plupart, mais au moins, ils savent que si en cas de problème, ils peuvent me donner une autre entité ou ils seront à l'aise de me confier des projets avec d'autres personnes. Parce qu'ils disent que c'est cette personne-là que j'ai. Donc la première question, est-ce que vous demandez, on applique ce système-là aux Comores, surtout avec les deux entreprises que vous travaillez avec, plus moi demain peut-être, si vous demandez une assurance là-dessus. Deuxième question, en sachant que l'assurance, ce n'est pas global. C'est-à-dire, si vous faites la plomberie, il faut une assurance pour la plomberie. Vous faites l'électricité, donc à chaque corps d'État, il faut une assurance. Et ça coûte très très cher. Donc, la deuxième question, c'est aussi toujours technique. Est-ce que vous appliquez, une fois que les réalisations sont faites, est-ce que vous appliquez le système d'assurance décennale, comme on fait ici? Parce que ça peut aider aussi les gens qui veulent construire aux Comores, s'ils savent que demain, leur projet, leur maison, de A à Z, vont dépasser 250 000 balles, que moi je fais la plomberie de A à Z, je garantis 10 ans tout ce que j'ai fait déjà. Donc pour eux, ça serait un petit peu stable d'être un peu plus à l'aise pour confier leur projet à une maison aussi prestigieuse que la vôtre. Donc voilà, ça c'est les deux questions un petit peu techniques que je voulais juste savoir avant de me lancer dans cette aventure. Je trouve que ça va bien marcher, je pense. Je vous laisse répondre, après je compléterai si c'est nécessaire. Bon, c'est une question très intéressante. Mais le typique qui est sur la question, je vais vous donner juste un petit exemple. Ça fait 17 ans que j'ai ouvert un petit magasin qui s'appelle Camémar. Cet magasin, j'envoie pas mal de marchandises qui vaut très cher. Au début, rien que pour assurer le magasin au cas où s'il y a le feu ou au cas où s'il y a quelque chose, j'ai eu du mal à trouver un assureur qui peut assurer toute ma cave. J'ai tourné partout pour trouver quelqu'un, déjà ça n'existe pas au commun. Je lance un appel s'il y a quelqu'un qui est bien expert dans ces matières pour pouvoir assurer des choses comme ça, qui s'est dévoué à proposer la candidature ou à créer ça au commun. Par exemple, aujourd'hui, c'est un souci que j'ai. Si demain, madame, par exemple, me confie un bâtiment et qu'on achète de marchandises qui vaut 100 000 €, jusqu'à maintenant, je connais personne qui peut assurer cette marchandise de départ à Paris jusqu'à Moroni. Non, non, moi je parle de la réalisation des travaux. C'est l'exemple. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, j'espère que vous allez venir, vous avez la niaque de venir poser comment qu'on puisse échanger ensemble pour évoluer ensemble, parce qu'on en a besoin. Mais je ne pense pas qu'il y ait aucune assurance qui peut se mouiller sur cette affaire-là. Je ne pense pas, pour l'instant. Ça veut dire on fait avec le moyen de boire actuellement. Non, en fait, ce que j'allais dire, la question, elle n'est pas à nous, en fait. C'est à ceux qui sont sur place. Parce que nous, on voudrait bien assurer nos sociétés, c'est dans notre intérêt. Comme toi, j'ai ma société ici, on me prend dessous pour assurer mon travail. Et là, je suis tranquille. Comment je ne suis pas tranquille? Si demain, il y a le feu dans une maison d'un client, c'est moi qui paye. Ce n'est pas l'assurance. Si on a une vol. Si on a un vol ou machin, il n'y a personne qui nous assure. Nous, on est dans ce problème-là. Mais le problème ne nous appartient pas. Enfin, la réponse ne nous appartient pas. C'est juste ça que je voulais... on voudrait bien. Bon, oui, c'est non, mais c'est juste pour compléter, oui, compléter ce qu'il dit, mais... compléter ce qu'il dit, en fait, parce que bon, moi, je vois le sens de sa question. Si demain, vous réalisez un projet et que
il y a des problèmes parce que tout à l'heure on parlait de fissures. On parle aussi d'affaires sismiques par rapport au revenu, etc. Si par exemple vous assurez au client que vous allez lui faire en gros une structure qui va pouvoir résister à des tremblements de terre, etc. Ou même et qu'on se rend compte que dans 5 ans, quand il y a justement au moindre tremblement, il y a des problèmes de fissures, etc. Alors que ça, c'est des choses auxquelles vous avez garanti au client au départ. Est-ce que l'assurance décennale, justement, elle peut rentrer en compte? Est-ce que vous prenez la garantie de pouvoir, je sais pas, réparer ou intervenir en cas de problème? Parce que pareil, les problèmes de plomberie ils peuvent intervenir quelques années après. Voilà, donc est-ce qu'il y a au moins... Parce que vous avez parlé de l'assurance, la garantie parfaite achèvement, mais c'est vrai que c'est sur un an ça va très vite, des fois on ne se rend pas compte en fait, en fonction des conditions. Comores c'est un pays où il y a des périodes de pluie, donc voilà, c'est vrai que les conditions sont particulières, c'est pas comme un pays ici. En fait là on touche du doigt un problème qui est fondamental, c'est comment transposer la réalité environnementale, financière, judiciaire dans laquelle nous vivons ici en France, dans un contexte comme les Comores où, il l'a dit tout à l'heure, moi j'ai vécu la même chose, il n'y a aucune compagnie d'assurance, jusqu'à pas longtemps, qui pouvait assurer un chantier. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir l'assurance, parce que le maître d'ouvrage exigé pour les conseils des îles, c'était financé par la mission de coopération. J'ai dû aller voir un beau-frère qui a une assurance, lui dire j'ai besoin que tu fasses le papier, parce que sinon on ne va pas pouvoir commencer le chantier. Donc c'est juste une façade qui est faite, mais en réalité ce produit n'existait pas jusqu'à peut-être aujourd'hui. Je ne suis pas en expliquant ceci, mais il y a un cadre juridique réglementaire qui n'existe pas. Cette discussion doit être faite en présence de juristes, de personnes qui s'occupent de ces problématiques, parce que je sais que nous sommes une partie de la solution, mais nous ne sommes pas toute la solution. Il y a des juristes, vous savez, des assurances, la décennale, la trentenaire qui n'existe plus, tout ça c'est défini peut-être par le bénéficiaire qui exige, par le réalisateur qui veut être couvert, mais aussi par toute une législation qui n'existe pas. Comment les gens soient amigues, même si on dit je veux donner de l'argent. Moi je me rappelle quand j'ai eu l'assurance pour faire les chantiers des conseils des îles, c'était une somme forfaitaire parce qu'il fallait faire un document, on m'a fait, j'ai payé, mais ça ne couvrait pas réellement ce qu'il fallait s'il y avait un souci. Il faut savoir qu'au Comores, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, de domaines à créer, à mettre en place, et cette partie-là, on fait partie. Pour mettre en place la garantie annuelle d'équivalence, qui est équivalent de la GPA, ça n'était pas comme ça. En arrivant, on dit coucou, c'est quelques entreprises qui acceptent ces conditions-là. Il y a certaines entreprises qui disent non, on ne veut pas travailler avec une assurance, un an après on revient. Non, on fait le travail, on finit pour le payer. S'il y a un problème, ils nous appelleront, ils nous payent pour venir faire. Donc, il y a toute une démarche à faire, à mettre en place. Non, il n'existe aucune assurance qui vous accompagne aujourd'hui si vous voulez garantir votre travail de professionnel ou votre activité. Non, mais c'est pas plutôt moi, c'est pas moi plutôt, c'est pour les clients parce que la plupart non, ça des n'existe gens, pas. La plupart des gens, c'est des gens qui vivent ici, oui. Qui ont eu un moment où ils ont un budget de 200 000 pour un projet, bah, on sent très bien qu'avec, par exemple, ce que vous dites, les 200 000, ils sont garantis une fois que vous êtes sûr que les 200 000 ils sont en stock, ils sont dans le dépôt, ils sont là. Moi, en tant que réalisateur, je dois lui mettre un. Je dis, ok, puisque vous êtes prêt à payer le prix, et ben moi, dans ce cas-là, on fait une lettre d'engagement. Je m'engage à garantir ce que je fais, moi, ce que moi je fais par rapport au cahier des charges. Je m'engage, par exemple, 5 ans ou 10 ans à mes travaux. Et là, je pense que même si on n'a pas l'assurance générale au Comores qui s'engage, on doit, parce que moi je dis ça par rapport, parce que moi la présentation j'ai bien aimé, hein, c'est des trucs professionnels. Moi je vais aller jusqu'au bout. Parce que c'est peut-être un petit peu, moi aussi j'ai un peu de rêve, parce que ici, non, ici on connaît pas tout ça, ici c'est très sérieux, on fait des choses qui coûtent des millions ici, donc on fait attention. Et pourquoi moi je veux l'appliquer au Comores. Au moment où on construit une maison, pour moi, on reste au stade de petite pavillon. Et avec vos projets, madame, moi, je pense que c'est super. Hein. Je vais m'arrêter là, mais pour être à l'aise, je pense qu'il faut absolument vous engager à... Il faut se battre là-bas pour essayer d'avoir une structure qui peut assurer les travaux. Parce que déjà, vous, là au niveau dessus, vous êtes au-dessus. Déjà, personne ne peut arriver à la cheville. Parce que les assurances de bagnole, par exemple,
c'est des saltimbanques, c'est des rigolos là-bas. Il y a peut-être un qui assure vraiment des choses, une assurance ou deux au maximum. Tu peux dire, voilà, une voiture de 60 000 euros, je la garantis à sa valeur. Il n'y en a pas beaucoup là-bas. Donc, dans le bâtiment, il faudra que madame, puisque il va expulser les choses, il va faire autre chose. Je pense qu'il va travailler là-dessus et je lui fais confiance parce que j'ai bien aimé ces projets avec des collaborateurs qui sont là. Et je vais peut-être pas y aller tout de suite. En tout cas, je vous remercie. Je vous fais confiance. Une fois, je suis content. Je n'ai jamais participé à des réunions comme ça, parce que je ne parle pas beaucoup, mais techniquement... Je vais vous rajouter un petit truc. Voilà. Le sujet, il n'est pas bien maîtrisé aux Comores. Ça veut dire aujourd'hui, si vous avez votre entreprise, vous allez assurer ton entreprise ou ton dépôt. Tu vas assurer pour une garantie de chiffres par rapport à ce qui vaut tes matériels. Mais ces matériels-là, si vous avez déclaré pour l'assurance que vous avez, je sais pas, une valeur de 200 millions, les impôts, ils vont vous tomber dessus parce que vous pensez que vous vaut 200 millions par rapport à ce que vous avez déclaré pour l'assurance. Tellement ils n'ont rien compris, ils vont comparer ça par rapport à ton chiffre d'affaires. Non, mais ça. Je peux rajouter ce que vous m'avez dit. Je peux rajouter parce que ça tombe bien parce que j'ai un ami à moi qui a acheté un terrain à Mayotte qui veut faire construire. Il a pris un prêt de 300 000 euros. Je vous dis que mon ami, il a mis du temps pour avoir son prêt bancaire parce que sa construction n'est pas assurée. Et il n'arrive pas à trouver une assurance pour assurer sa construction. Les constructions qui sont pas maillées, alors que c'est législative française, hein. C'est l'Union européenne. Hein. Les constructions, la plupart des constructions à Mayotte ne sont pas assurées parce qu'il n'y a aucune assurance qui est capable de donner une garantie. Les gens font comme au Comores, exactement. D'abord, il y a l'absence de permis de construction, ça c'est souvent le cas. Et le problème de trouver même l'assurance, des assureurs. Donc les gens construisent comme on peut au pays. Et mon ami actuellement vous dit, il a 300 000 euros dans son compte, il n'arrive pas à démarrer son chantier parce qu'il n'y a aucune assurance qui veut le prendre. Excuse-moi, vous savez pourquoi ils n'assurent pas des assurances? Comment? Vous savez pourquoi ils ne veulent pas s'engager? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de l'exécuteur. Moi, si vous, de mon boulot, par rapport à mon savoir-faire que vous me connaissez par exemple, vous assurez à l'assureur que cette entreprise-là, je l'assure. C'est-à-dire son savoir-faire, parce qu'il ne peut pas m'assurer s'il ne me connaît pas. S'il sait quoi, je vais bricoler comme ceux qui sont comment? Il bricole. Il bricole, il ne travaille pas, il bricole. Lui, il travaille, ce monsieur. Il a une entreprise, il travaille bien. Il assure son travail. Je ne vois pas pourquoi l'assureur là-bas, il va refuser d'assurer son travail pour mettre à l'aise son client, pour que son client, son argent soit débloqué. Parce que demain, les banques qui vont exiger. Je vous prête un prêt pour sa maison, mais il faut assurer. Il faut une entreprise qui assure les choses. Donc, je prends l'intervention d'Elary, après on arrête là. Je proposerais que cette question soit abordée dans un entretien individuel entre vos deux et puis peut-être avec nous. Parce que on est dans une assemblée assez générale, donc on ne va pas... voilà. La thèse, on n'arrive pas à se comprendre, parce que la sécurité n'existe pas. Si aujourd'hui on parle d'assurance des véhicules, c'est qu'il y a eu des véhicules et qu'il y a eu une assurance qui a été intéressée par le truc de chef d'affaires. Mais maintenant, c'est maintenant qu'on veut apporter les entreprises là-bas. C'est maintenant qu'on veut avoir des entreprises. Comment on peut, même le personnel. Est-ce que le personnel est assuré? Non. Le personnel, lui-même. On parle, maintenant, on arrive à du matériel. Mais le personnel en lui-même, est-ce qu'il est assuré? C'est parce qu'on n'est pas à ce stade-là. Donc, on espère en arriver là. Donc, c'est une aventure. Il faut que nous nous engageons vers ce truc-là pour y parvenir. C'est nous-mêmes qui allons, au fur et à mesure, on s'installe, on a besoin de s'assurer, on a besoin, parce qu'on veut ramener une mentalité qui n'y en a pas. Bref. Une question technique, rapidement. Une dernière. La dernière question. Merci. Problème de bétonnage. Moi, personnellement, je voulais avoir du vrai béton préparé professionnellement, je n'en ai pas eu.
Oui, et mais je ne savais pas qu'il existait. Est-ce que vous avez une solution au problème du béton comment? Parce qu'en ce moment, nous avons tous nos bétons fuis. Il y a de l'eau qui suit partout. Est-ce qu'il y a une manière de rattraper ou faut-il encore démolir la maison entièrement? D'avoir une sorte de chaleur énorme, irrespirable, et ça fuit dans tout partout. Est-ce que vous avez une solution sur ce problème-là? En fait, je retournerai à la question précédente. Vous avez un problème de fissure. Savoir la source du problème, il faut d'abord venir constater, poser des questions. Si ceux qui ont réalisé sont là, il faut savoir comment le béton a été mis en œuvre. Parce qu'il faut savoir que comment, traditionnellement, quand on fait le béton de ma maison, on appelle les jeunes du quartier, on leur fait du houbou, ils vont mélanger, de préférence quand il pleut, comme ça, béton maggi et ça coule et dans tous les sens. C'est une réalité. Ce que je rappelle à toutes les personnes qui me posent la question, c'est qu'il y a d'abord la mise en œuvre. Il y a aussi le temps de décoffrage. Le temps de décoffrage, au Comores, on considère qu'en une semaine, on loue les étés, on coule la dalle, en une semaine, on les enlève parce qu'il faut les rendre ou il faut payer. Je rappelle juste une chose, c'est que nous, les Comoriens, puisqu'on construit aux Comores, nous avons peut-être maîtrisé l'art de faire le grand mariage, mais ce n'est pas nous qui avons défini la formule du béton. C'est une formule scientifique qui a été définie et fut testée ailleurs, que nous adaptons par rapport à une réalité qui est la nôtre. Avant, dans les djoumbés, il n'y avait pas de béton. Les maisons étaient avec des planches en bois, des ouelatsarot, c'était autre chose. Nous avons importé une technologie qu'on a voulu adapter à notre sauce. Comment c'est mélangé? Il existe à minima des bétonnières. Il existe maintenant, avec la société Kudak, une centrale à béton qui te fait un dosage, qui coûte que ça coûte, mais ça existe. D'abord, la mise en œuvre, comment ça a été étalé et coulé, quel climat il a fait, est-ce qu'il faisait trop sec, auquel cas il faut arroser le béton régulièrement, le vibrage, donc il y a plein de détails qui rentrent en compte, que nous essayons de respecter dans les chantiers que nous faisons maintenant. Un chantier qui se fait avec le béton mélangé dans un galawa ou sur une planche, ça on évite. De préférence, louer une bétonnière si le coût de la centrale à béton est prohibitif. Une fois que c'est fait, c'est coulé. Le béton a fait sa maturité à 28 jours. N'est-ce pas, c'est fait. Au Comores, on découvre au bout d'une semaine. Ça n'est même pas 3 semaines, pour dire 21 jours. Un mois, tu veux demander que les étés soient en place, c'est la croix et la bannière. C'est pour ça que je dis, il y a très peu d'entreprises qui acceptent les conditions que nous exigeons, parce que même des clients qui disent « Ah non, non, on a loué chez le voisin, il faut qu'on les rende ». Quand on découvre très tôt, moi l'image que je donne, c'est comme le cage à goutte-goutte. La goutte-goutte, ça met des plombs pour cuire. Si tu le démoules avant, ben ça s'effrite. Ben le béton, c'est ça. Si tu le démoules avant, ben il n'a pas eu assez de force, ben il s'affaisse. Et ça devient une passoire. Il y a aussi un autre détail très important, même si le béton est très bien coulé, le béton n'est pas fait pour être étanche. C'est dans sa formule, c'est dans ses caractéristiques. Au Comores, toutes les maisons ont dit, on fait une dalle en béton, Inch'Allah on fera un étage. Ça reste comme ça 20 ans, le temps que la fille grandisse pour mettre les briques pour faire la maison d'étage. Dans 20 ans, le béton il va prendre de l'eau. Il faut faire soit de l'étanchéité en aluminium, à minima de la peinture étanchéisante pour renforcer le béton qui, même s'il est épais, n'est pas étanche. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ça prend de l'eau. Oui, ça prend de l'eau. Comment ça a été décoffré, comment c'est fini. Donc il y a beaucoup de détails comme ça sur lesquels il faudrait se pencher, revenir sur comment les gens ils ont fait. Au moins de le rendre étanche, c'est possible aussi. Il faut faire un diagnostic d'abord, parce que si c'est déjà affaissé, ça n'est pas une bonne idée de payer le coût que ça coûte pour faire une étanchéité. Donc il faut vérifier d'abord. C'est comme la tôle, hein, la tôle. Oui, je sais. La maison, aujourd'hui on met de la tôle, mais c'est le tôle en sandwich. Ah oui, je sais. Alors, on passe au serment. Moi, ce que je proposerais, c'est que il y a certaines personnes qui malheureusement doivent partir maintenant et ne seront pas là pour le mot de clôture, pardon. Donc je vais peut-être faire brièvement un mot de fin pour ceux qui partent. J'espère qu'ils auront moins le temps de goûter ce qui est proposé, parce que moi aussi j'ai envie de voir ce qu'il fait, parce que ça a l'air très beau. Et effectivement, Hassan l'a dit superficiellement, vous savez, il y a des produits qui sont typiquement adaptés à nos climats. Nous utilisons de la tôle.
on achète un ampli. Et puis souvent, on est obligé de mettre un faux plafond en dessous parce que la tôle toute seule n'est pas suffisante. Il existe des tôles en pain de sandwich qui sont utilisées dans tous les pays tropicaux et dans tous les pays il fait chaud. Il y a une marque spécifique qui est disponible à La Réunion que nous avons réussi à faire introduire cette année sur un de nos chantiers à Moroni. Donc c'est une tôle qui est déjà avec qui joue le rôle du faux plafond, qui fait qu'on n'est pas obligé de mettre le faux plafond, sauf si c'est pour des raisons esthétiques. Parce que comment on va mettre la tôle, mais on est obligé de mettre le faux plafond. Monsieur le Mufti est parti, mais à Djemani, avec le budget très restreint que nous avions, on a mis du faux plafond seulement dans des salles où c'était impératif. La salle informatique, la salle des profs. Les autres salles n'ont pas encore de faux plafond. Mais il existe des tôles qui sont adaptées à ça et qui coûtent un peu cher. Il existe également des produits de façade. On parlait des enduits. Des produits qui sont adaptés, qui font que c'est beaucoup plus étanche que l'enduit que nous faisons traditionnellement. Ces produits-là existent, coûtent un peu cher, mais existent. Donc, si on veut s'orienter vers la qualité, il existe des solutions. Nous avons certaines de ces solutions-là. Après, c'est le budget. Il faut voir combien ça coûte, comment hiérarchiser, parce que souvent on fait des grandes maisons. Voilà. Donc, on me dit de me taire. Je vais m'arrêter là. Les questions sont ouvertes pour ceux qui sont disponibles pour poser les questions. On va peut-être faire la pause déjeuner offerte par Awassi. Je vous remercie d'avoir pu venir un dimanche matin participer à ces échanges ensemble. Et j'espère que le moment que vous avez passé avec nous vous sera utile pour les jours à venir. Voilà. Merci beaucoup.